Plasigo, nos voisins. Plaka, Plaza, ce sont nos voisins. Ce sont tous mes voisins. C'est mon ami, Henri Guay, son fils. Toute une famille. C'était le camarade de classe de mon fils. Ce que je pense de ce mémorial, c'est un symbole, celui de l'eau qui tourne. L'eau du typhon Haiyan, une catastrophe qui a fait officiellement plus de 6 000 morts, 1 millier de disparus et 30 000 blessés dans toute la région. Je ne pense pas que ce mémorial soit une bonne idée. Cela nous rappelle toutes les vies perdues ici. C'est aussi le lieu où Thelma et sa famille avaient trouvé refuge après le typhon du 8 novembre 2013. Sur cette pelouse, des centaines de rescapés avaient bâti des abris de fortune après avoir tout perdu. Thelma était enceinte de 7 mois à l'époque, de son 8e enfant. C'est ici qu'après le typhon, nous avons bâti une petite maison. 3 jours après, on s'est installé ici. C'était notre emplacement. Il y avait des tentes partout. Et là-bas, vers la mer, il y avait la tente d'action contre la faim. Ils y sont restés 6 mois, survivant grâce à l'aide des ONG. Thelma a pu être suivie médicalement pour la fin de sa grossesse et l'accouchement. C'était en février 2014. Notre premier reportage à Tacloban, 3 mois après le typhon. Depuis, la ville a fait disparaître presque tous les stigmates de la catastrophe. Plus de villages de tentes, plus de sinistrés dans les rues. Les banques, les stations-service, les commerces ont refleuri. Retour à la normale, en apparence. Nous retournons dans ce qui était il y a 2 ans la cellule de crise chargée de reloger les sinistrés. Le service Habitat de la mairie, toujours dirigé par Ted Jobson. Même bureau, mais plus de sérénité. Les 6 premiers mois, c'était un vrai défi. Il fallait déplacer les gens, mais on était dans l'urgence. Au bout d'1 an, nous avons réalisé qu'il ne fallait pas seulement des maisons, mais aussi des services publics de base. Des cliniques, des écoles, de l'eau. Et puis maintenant, on monte d'un niveau parce que nous sommes préoccupés par l'environnement. Imaginez déplacer 40% des familles vers là-bas. Vous risquez de détruire l'environnement s'il n'y a pas ces services de base, comme par exemple des installations de traitement des eaux usées. Là-bas, c'est le nord de Tacloban. La mairie prévoit d'y installer près de 100 000 personnes, une 2e ville quasiment. Ça, c'est Tacloban Nord. C'est ainsi que nous l'appelons. C'est une partie de Tacloban, mais au nord, vers le pont de San Juanico. Ce sont des quartiers réalisés par l'Office national du logement, avec également les projets immobiliers des ONG. Dans ces quartiers, 14 433 maisons, plus celles des ONG, sont en cours de construction, soit environ 17 000 maisons. Plus de 2 ans et demi après le typhon Haiyan, ce projet ambitieux commence à peine à sortir de terre, à 10 km du centre-ville. Nous retrouvons Ted dans un quartier de transition à New Kawayan. Ce sont des logements temporaires. Les familles y vivent le temps que leur logement permanent soit achevé. Eduardo est ici depuis 1 an. Il habitait au centre-ville de Tacloban. Sa maison a été dévastée. Nommé responsable du quartier, il touche un petit revenu, 5 € par jour, un intermédiaire entre les habitants et la municipalité. Cette maison-là, elle est vide? Non, elle est occupée. Bon, où sont les logements vacants? Là-bas et certains ici. Bon, et sur cette route?
1, 2, 3, 4 et celui-ci. C'est tout le paradoxe. Certaines maisons sont vides, alors que des milliers d'habitants attendent un relogement. En principe, dès qu'une famille obtient son logement permanent, une autre prend sa place dans ces maisons temporaires. Oui, en principe, mais ce n'est pas ce que nous faisons. Parce qu'on ne peut pas suivre en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Nous avons seulement 3 camions-citernes, soit une capacité totale par jour de 78 mètres cubes. Et si vous faites le calcul, cela correspond à seulement 780 familles. Et là, nous avons plus de 2000 familles à approvisionner. C'est ce qui ralentit toute l'opération de relogement des sinistrés du typhon. Ça, et les lourdeurs administratives. Nous avons déjà notre logement permanent. Nous attendons seulement le feu vert. Il manque le permis d'occupation. Nous attendons d'avoir une date pour emménager, mais la maison est déjà construite et terminée. Il devrait donc bientôt quitter ce quartier de transition. C'est exactement à cet endroit que nous avions rencontré Thelma en février 2014. Les travaux démarraient. Les futurs occupants participaient au désherbage. Thelma et sa famille ont vécu ici avant d'emménager dans leur logement permanent en mai 2015, à quelques centaines de mètres de là. Un quartier construit par une fondation privée philippine, avec plus de 400 maisons en béton. Les habitants vivaient tous près de l'aéroport de Tacloban, une bande de terre dévastée par les vents et les vagues en novembre 2013. Bonjour, bienvenue dans ma maison. Entrez. Jason, Je vais vous présenter Jason, mon fils aîné. Yasmine, Adrian, Betty May, Benjamin, Kervin Dieter, Honey Grace et ma plus jeune, Yanessa. Et mon mari, Benjamin Senior. La petite Rianessa était encore dans le ventre de sa maman lors de notre premier reportage. Nous visionnons les images ensemble. C'est moi. À l'époque, nous avions accompagné Thelma dans son ancien quartier de l'aéroport. Il ne restait rien de sa maison. Elle vivait ici dans sa maison avec son mari. Je ne veux pas reconstruire ici. Vous voulez partir? Oui. J'étais enceinte. J'étais retournée sur le site pour récupérer ce qu'il restait. Leur nouvelle vie prend forme dans cette pièce où ils vivent tous les 10. Moi, avec mon mari et mon bébé, nous dormons ici. C'est notre chambre. C'est provisoire, nous n'avons pas d'argent pour tout aménager. Ici, c'est la chambre des enfants. C'est en désordre. Ce sont nos toilettes, il n'y a pas de carrelage. Et voici l'endroit où nous préparons à manger, notre cuisine. Un toit sur la tête, voilà ce qu'ils ont désormais. Des murs solides qui ne risquent pas de s'envoler au premier coup de vent. Mais pour le reste, l'approvisionnement en eau potable est très aléatoire et les emplois inexistants. Si je compare, ma maison n'était pas aussi solide auparavant par rapport à celle-ci. Mais en ce qui concerne notre vie, nos moyens de subsistance, c'est vraiment dur ici. Une famille souriante, une famille qui chante, malgré les difficultés. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal.
La plupart des relogés partagent le même sort. Pas d'emploi, pas de revenus, et l'aide humanitaire s'est arrêtée. Pour travailler, il faudrait aller au centre-ville. Cela coûte 50 centimes aller-retour. On a participé à un programme d'activité génératrice de revenus, organisé par le gouvernement. Mais il faudrait que nous empruntions de l'argent. Les ONG ont eu beaucoup d'argent. Les gens s'attendaient à avoir un soutien financier pour recommencer avec un petit capital. Ils ont suivi une formation pour la fabrication de bougies, mais n'ont pas les moyens d'acheter de la matière première, le cercle vicieux. Tout est plus compliqué depuis qu'ils ont été relogés ici, même la scolarisation des enfants. La fondation, qui a financé les maisons, a promis 20 salles de classe. En attendant, il faut payer les transports collectifs pour aller à l'école dans un autre village. 6 des 8 enfants de Telma sont scolarisés. Petite bouffée d'oxygène, à quelques mètres de chez eux, la famille a construit un abri, un peu plus au frais. Ils y ont aménagé un jardin pour cultiver du tapioca. C'est leur maison à la montagne, comme ils disent, avec vue sur leur nouveau quartier. Ça me convient ici, parce que c'est loin du danger, loin des typhons. Donc vous préférez vivre ici? Oui. Conscients d'avoir échappé au pire, ils sont désormais en sécurité, mais ont perdu leurs ressources et leurs repères. Telma et sa famille font partie des 10% de sinistrés relogés, 10% à peine. Pourtant, dans ce que l'on appelle Tacloban Nord, les nouveaux lotissements ont poussé comme des champignons. Certains construits par des ONG internationales ou philippines, d'autres par les autorités. La majorité est inoccupée ou encore en chantier. Sur cette route qui mène vers le centre de Tacloban, les travaux d'infrastructure avancent, lentement, vu l'ampleur de la tâche. Il faut élargir les routes, installer un système d'évacuation d'eau. La mairie veut aussi renforcer le réseau de transport en commun et même peut-être un jour réaliser une piste cyclable. Mais pour cela, il faut évidemment beaucoup d'argent et le maire, Alfred Romualdez, dit en manquer. Nous n'avons pas assez de moyens. Notre plus gros problème, par exemple, ce sont les services publics. C'est pour cela qu'en coordination avec la Banque mondiale, nous aurions pu obtenir un prêt de 40 millions d'euros. Mais la municipalité n'a pas obtenu la garantie de l'État, ce qui nous a ramenés à la case départ. Donc, nous devons attirer le secteur privé. D'ailleurs, nous sommes en contact avec notamment les grandes compagnies des eaux philippines. Nous avons actuellement un partenariat avec l'USAID. Ils ont déjà réalisé des études et j'espère que les entreprises du secteur privé pourront s'engager rapidement. Nous pourrons ainsi réaliser tous les investissements dans le Nord. Depuis notre tournage, il n'est plus maire de Tacloban. Son successeur n'est autre que sa femme, Christina. Changement aussi à la tête de l'État philippin. Un nouveau président a été élu, un ami de longue date du maire sortant. Ce qui devrait mettre fin à la rivalité politique entre Mani et Tacloban et débloquer de nombreux financements. C'est en tout cas ce qu'espère la mairie. Février 2014, à quelques pas du centre-ville, le quartier d'Anibong n'était qu'une vaste montagne de déchets. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, avait fait appel aux habitants pour déblayer. Nous avions rencontré Maria Leonora Martinez, conseillère municipale qui supervisait le chantier autour de ce qu'il restait de sa maison. C'était 4 mois après le typhon. C'est ma maison. J'avais mon petit magasin ici. Je vendais du riz et d'autres produits pour la vie quotidienne des familles. Anibong a retrouvé son ancien visage, celui d'avant le typhon, un bidonville. Ses habitants font partie des 90% de sinistrés qui n'ont pas encore été relogés. Et ils ont reconstruit leur maison. C'est le cas de Maria. Bonjour. Entrez. Merci de venir me voir. Quelle surprise.
C'est notre nouvelle maison. On l'a construite après le typhon. Nous avons une cuisine. Nous avons 4 chambres en haut. Et une chambre ici. C'est la chambre où je dors. Une maison à 2 niveaux réalisée par son gendre, charpentier, plus grande et plus confortable qu'avant le typhon. Mais la famille sait qu'un jour prochain, elle devra partir. Je sais, et tout le monde sait, que nous sommes dans une zone dangereuse. Nous sommes dans l'attente parce que le gouvernement nous a dit qu'il y aurait des maisons en dur pour nous. Mais je ne sais pas quand. Nous avons 13 familles qui vivent déjà là-bas. Et ils se plaignent des conditions de vie, l'eau, l'électricité, les transports, tout ça. Maria vit ici depuis 30 ans. Sa maison a été détruite 2 fois, en 2006 lors d'un incendie et en 2013 lors du typhon Haiyan. Elle se dit prête désormais à quitter son quartier à condition qu'il y ait tout ce qu'il faut dans les nouveaux logements du nord de Tacloban. Un peu plus loin, le seul vestige de la catastrophe. C'est le bateau qui a détruit toutes les maisons de cette zone pendant le typhon Haiyan. L'un des 10 cargos qui s'est échoué sur Tacloban le 8 novembre 2013. Seule la proue a été conservée, le reste démantelé. Cela me rappelle les gens qui sont morts ici. Pour moi, c'est un traumatisme. Ces monstres des mers de plusieurs centaines de tonnes ont balayé des quartiers entiers en déferlant sur les côtes. Quelques semaines plus tard, les habitants avaient repris possession des lieux autour des navires. Le Eva Jocelyn est désormais un mémorial, voire une attraction. Certaines personnes viennent le visiter. Je pense que c'est devenu l'un des lieux touristiques de la ville de Tacloban. Un symbole comme photo-souvenir. À la campagne, ce ne sont pas les vagues, mais les vents du typhon Haiyan qui ont dévasté les cultures et les habitations. Avec des pointes à plus de 300 km/h, Haiyan est l'un des plus violents typhons jamais observés au monde. Nous retournons dans le village de Kutai, où 90% des habitations avaient été détruites. Lors de notre premier reportage, nous avions rencontré Violeta Sabalza et sa famille. Nous l'avons retrouvée. Venez, allons là-bas. Venez. Venez. Nous vivons toujours ici. Nous sommes 4. Bibot, moi, mon mari et un petit enfant. Il faisait partie des bénéficiaires de l'aide humanitaire délivrée par l'ONG CARE et son partenaire local, Accor. Ça, c'était à Kutai. C'était au moment de la distribution de l'aide. Du sucre, du sel, et bien sûr du riz. J'ai reçu 10 kilos de riz en tout, en 4 fois. Ils nous ont aidés ici, les gens de l'association Accor. On n'a pas de quoi construire les murs ni le sol. C'était dur. C'était dur avant. Maintenant, ça va mieux. Grâce à l'ONG, ils ont pu faire les murs et le sol avec une aide financière, des outils et des conseils. C'est ici que nous dormons.
Didi. Tapos, Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas d'argent pour l'installer. Nous sommes pauvres. On ne peut rien y faire. Regardez, nous cuisinons au bois. Son mari, malade, ne travaille plus. Violetta est embauchée de temps en temps dans une ferme voisine pour la récolte du riz, tout comme son fils, Bibot. La famille n'a pas d'autres revenus. On ne reçoit plus d'aide. Ça fait longtemps, environ 1 an déjà. Si quelqu'un nous donne quelque chose, on acceptera. Sinon, on devra faire en sorte d'améliorer notre existence et on y arrivera. Les populations rurales ont été particulièrement touchées par le typhon de novembre 2013, mais aussi, bien souvent, oubliées des programmes d'aide et de reconstruction. La plupart des rizières étaient dévastées, des millions de cocotiers à terre. Plus aucune source de revenus pour des dizaines de milliers de personnes. CARE fait partie des rares ONG qui ont privilégié les zones rurales, à court et à plus long terme, pour permettre aux habitants de retrouver leurs moyens de subsistance. Exemple, dans le village voisin, Denis Amata, représentant de l'ONG, vient faire le point. Comment ça se passe pour l'association des paysans? Vous vous entendez bien? Oui, tout va bien. Allons vers là-bas. Vers le moulin à riz? Oui, vers le moulin à riz pour voir ce qu'il y a de neuf. CARE a financé une petite coopérative, un moulin à riz qui sert à trier et à décortiquer les grains. Il est à la disposition des 40 cultivateurs de l'association. La dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas de toit. Après l'urgence, c'est-à-dire la réparation des habitations, la distribution alimentaire, les dons financiers, nous nous sommes concentrés sur l'aide aux associations dans les villages pour que l'impact soit plus important. L'objectif est que notre aide ne bénéficie pas uniquement au foyer, mais aussi à la communauté. Cette région, par exemple, est une région agricole. La plupart des agriculteurs dépendent de la culture du riz et des cocotiers. Mais comme les cocotiers ont été très endommagés, nous soutenons les agriculteurs avec ce genre d'équipement, de manière à ce qu'ils travaillent plus rapidement, plus efficacement et qu'ils améliorent leur rendement. Un projet à 9 000 € avec le bâtiment. Les cultivateurs n'ont plus besoin de payer le meulage de leurs récoltes dans d'autres moulins. Et cerise sur le gâteau, ils le louent à d'autres riziculteurs. D'autres personnes des villages voisins l'utilisent? Oui, certains. Donc ils paient? Bien sûr. C'est bien. On leur fait un bon prix. Ah, c'est un vrai plus. Une petite entreprise qui permet aux familles de vivre un peu mieux. C'est le cas d'Eligio et Rosalinda Morante qui habitent juste à côté du moulin. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Dans un premier temps, ils ont pu reconstruire leur maison grâce à l'aide de CARE et maintenant ils voient leur niveau de vie progresser doucement. Beaucoup de choses ont changé après le typhon. Avant, nous n'avions pas beaucoup de travail. Après le typhon, nous avons reçu une aide financière. Nous avons tout mis en commun pour nous permettre d'avoir plus de travail. La plupart des paysans de la région de Tacloban n'ont pas eu la chance d'être aidés de la sorte. Ils mettront encore de longues années avant de se remettre du typhon Haiyan. À condition qu'une nouvelle catastrophe naturelle ne vienne pas tout emporter, encore une fois. Une vingtaine de typhons touchent les Philippines chaque année.